Bienvenue sur votre chaîne de développement personnel avec Coach Wen Benedo. Travailler dur, économiser chaque centime, se désendetter le plus vite possible et vivre scrupuleusement en dessous de ses moyens. La sagesse financière classique en somme. Voilà, les piliers intouchables de ce qu'on nous a toujours enseigné. Mais l'idée que nous explorons aujourd'hui prend cette sagesse totalement à contre-pied. Et avec une brutalité assez fascinante. C'est le moins qu'on puisse dire. Et si ces conseils exacts étaient en fait la cause principale de la ruine financière de la classe moyenne? C'est une proposition profondément contre-intuitive, presque choquante même, mais c'est vraiment le cœur de l'analyse proposée par l'auteur que nous décryptons dans cette émission. Une analyse qui bouscule pas mal de certitudes, oui. Exactement, et notre objectif aujourd'hui, c'est de comprendre sa définition de ce qu'il appelle l'intelligence financière, et surtout de saisir pourquoi l'ancien modèle ne fonctionne tout simplement plus pour ceux qui souhaitent prospérer. Et pour bien saisir la pertinence de ce point de vue, il faut, je pense, d'abord poser les fondations historiques. L'auteur base toute sa théorie sur le fait que les règles du jeu ont changé, littéralement. Il identifie deux ruptures majeures. La première dans les années 70, c'est ça? Ouais, en 1971 très exactement, c'est le moment fatidique où l'argent a cessé d'être adossé à l'étalon or. L'argent est devenu une simple devise fiduciaire. Donc une monnaie qui repose uniquement sur la confiance qu'on accorde au gouvernement. C'est ça. Et aux banques centrales, à partir de là, l'inflation n'était plus un accident de parcours, mais une caractéristique intégrée au système, ce qui érode mécaniquement la valeur de l'épargne. Et la seconde rupture date de 1974. Avec les changements sur les retraites. Tout à fait. Les travailleurs ont dû commencer à investir eux-mêmes pour leur propre retraite. L'ère des pensions garanties par l'entreprise s'est terminée. Soudainement, des millions de gens ont dû se transformer en investisseurs, sans aucune préparation. Ce qui explique pourquoi appliquer les règles d'avant 71 dans le monde d'aujourd'hui, c'est foncer dans le mur selon l'auteur. Et pour naviguer dans ce nouveau capitalisme, il définit 5 quotients intellectuels financiers, les fameux QI financiers. Et le premier de ces QI, c'est tout simplement la capacité à gagner plus d'argent. Mais là encore, son approche est assez déstabilisante. Il affirme que l'argent en soi ne rend pas riche. C'est l'intelligence financière qu'on développe pour l'obtenir qui crée la richesse. Les riches, selon lui, voient les problèmes financiers non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités de devenir plus intelligents. Il y a cette anecdote marquante qu'il raconte juste après la guerre du Vietnam. Ah oui, l'histoire du pilote. C'est ça. Il avait la possibilité de reprendre un poste de pilote de ligne, un métier très bien payé, très sécurisant, mais au lieu de ça, il a accepté un emploi de commercial chez Xerox, à Honolulu, payé à peine $720 par mois. Ça paraît complètement irrationnel au premier abord. Totalement. Mais pourquoi a-t-il fait ça? Pour vaincre sa timidité extrême. Il s'est jeté dans la vente pour apprendre à encaisser le rejet. Ce qui illustre parfaitement ce qu'est ce premier QI financier. Gagner plus d'argent, ce n'est pas réclamer un salaire plus élevé ou chercher le confort. C'est embrasser un processus difficile. L'intelligence financière demande de l'intelligence émotionnelle avant tout. Maîtriser la peur du rejet, donc. Exactement. Et maîtriser la peur de l'échec. L'auteur a dû s'appuyer sur cette même résilience des années plus tard, quand il a fait face à la faillite écrasante de sa première entreprise. Tu sais, celle qui fabriquait de portefeuilles en nylon et velcro. Oui, la réaction normale aurait été de tout abandonner, de fuir. La plupart des gens auraient déclaré faillite et cherché un emploi salarié pour se rassurer. Lui, il a plongé dans la résolution de ce désastre. Il a reconstruit. Ce qui nous prouve, c'est que la capacité à générer des revenus augmente proportionnellement à la complexité des problèmes qu'on est capable de résoudre. C'est un changement de perspective radical. Mais bon, une fois qu'on a gagné cet argent grâce à ce premier QI, la partie est loin d'être gagnée. Ah, ça non. C'est même là que les vrais ennuis commencent. Parce qu'il faut le garder, cet argent. Et ce qui nous amène au QI financier numéro 2, protéger son argent contre les prédateurs. Et j'aime beaucoup l'allégorie qu'il utilise avec une pointe d'humour cynique. Le coup des lapins et des insectes. Voilà. Il dit que le monde regorge de lapins, d'oiseaux qui veulent manger vos récoltes, mais le monde économique, lui, est rempli de prédateurs en costume. Les fameux baies de la prédation en anglais. Les bureaucrates, les banquiers, les courtiers, les brokers. Et même la famille, avec les beaux-frères ou les conjoints lors des divorces. Alors il faut bien préciser ici pour notre audience que l'auteur émet des critiques très fortes, très dures envers les gouvernements et les institutions financières. Oui, tout à fait. Nous rapportons ici sa vision de manière purement factuelle. Ce n'est pas une prise de position de notre émission, mais c'est essentiel de comprendre son prisme. Exactement. Pour lui, les impôts, donc les bureaucrates, représentent la dépense la plus lourde d'une vie. Et ensuite, il y a les banques, qui profitent de l'inflation et des cartes de crédit, les courtiers, qui prennent leur commission même quand le client perd de l'argent. C'est pour ça qu'il dit que ce QI se mesure en pourcentage. C'est une nuance cruciale. Si quelqu'un gagne 100 000 et paie 50% d'impôts, son QI financier est inférieur à celui qui gagne 100 000 et qui, en utilisant légalement les règles, pèse 0%. Celui-là maîtrise les règles de protection.
Parce que le code des impôts est vu par l'auteur comme un manuel d'incitation gouvernementale et non pas juste comme une punition. C'est fascinant. Et une fois qu'on a gagné et protégé cet argent, il faut le gérer. On arrive au key numéro 3, budgétiser. Et là, on s'attaque au plus grand mythe des finances personnelles. Le fameux conseil de vivre en dessous de ses moyens, l'auteur le brise complètement. Il dit qu'il ne faut pas vivre en dessous de ses moyens. C'est le concept du budget d'excédent contre le budget de déficit. Tu peux nous expliquer la différence selon lui? Bien sûr, un budget de déficit, c'est ce que font la plupart des gens. On réduit ses dépenses pour s'ajuster à un revenu fixe. On coupe les cafés, on annule les abonnements. Une mentalité de pénurie en fait. Exactement. Alors qu'un budget d'excédent, c'est se concentrer sur l'augmentation des revenus. Et la règle d'or de l'auteur pour y arriver, c'est se payer en premier. Ça veut dire mettre l'argent dans la colonne des actifs avant même de payer la moindre facture. C'est ça. Et l'anecdote de l'auteur et de sa femme est mémorable à ce sujet. Ils étaient totalement à court d'argent à une époque. Oui, au lieu de paniquer et de couper toutes les dépenses, ils ont exigé de leur comptable qu'elle continue d'acheter des actifs en premier. Et c'est terrifiant psychologiquement. Ne pas payer ses créanciers, entendre le téléphone sonner. Les cris des créanciers, oui, mais ils s'en sont servis. Cette pression psychologique énorme les a forcés à sortir de leur zone de confort. Ils devaient trouver de nouveaux revenus pour survivre. Ils ont utilisé l'inconfort comme moteur. Et c'est cette même logique qui s'applique à sa fameuse règle de la Bentley. Ah, j'adore cette règle. Comment ça fonctionne concrètement? Si l'auteur veut s'acheter une voiture de luxe, une Bentley par exemple, il n'utilise jamais son revenu salarial. Il ne va pas économiser pendant 10 ans ni prendre un crédit à la consommation classique. Non. Il acquiert ou il crée un actif. Ça peut être l'écriture d'un livre ou un investissement immobilier. Et ce sont les flux de trésorerie générés par cet actif spécifique qui payeront le passif, la voiture. Les actifs payent les luxes. Le niveau de vie augmente, mais le patrimoine aussi. On ne réduit pas ses moyens, on les élargit. Ce qui nous propulse vers le QI financier numéro 4, l'art du levier et l'illusion de la diversification. L'illusion. Le mot est fort, mais c'est bien sa pensée. Oui, l'auteur critique vertement la diversification. Tout comme Warren Buffett d'ailleurs, qu'il cite souvent. Pour eux, la diversification est une protection contre l'ignorance. Si on ne sait pas ce qu'on fait, on diversifie dans des fonds communs. Voilà. Mais pourquoi l'auteur préfère-t-il se concentrer sur quelques investissements massifs comme l'immobilier? Tout se résume à un seul mot, le contrôle. Le contrôle, d'accord. Les actifs papiers comme les actions n'offrent aucun contrôle. On subit le marché. L'auteur donne un exemple très précis. Il a acheté un complexe de 300 appartements à Tulsa pour 17 millions de dollars. 17 millions, c'est une somme colossale. Énorme. Mais en contrôlant la gestion de ce complexe, il a pu l'améliorer et justifier une augmentation des loyers de 100 dollars par mois. 100 dollars multipliés par 300 appartements? Ça fait 360 000 dollars de revenus supplémentaires par an. Impressionnant. Surtout qu'il a utilisé l'argent de la banque pour ça. Le fameux OPM, Other People's Money. C'est l'effet de levier. Donc, contrairement au mythe qui dit qu'un rendement élevé exige un risque élevé, l'auteur affirme que le risque diminue quand on augmente son intelligence financière et son contrôle. Le risque n'est pas dans l'investissement, il est dans l'investisseur. C'est une excellente formule. Et pour être un bon investisseur, il faut de bonnes données. Ce qui nous amène au 5e et dernier QI, l'information. La bataille de l'information et surtout la bataille des cerveaux. Oui, l'auteur insiste sur la différence entre les faits et les opinions. Il partage encore une anecdote de son passage au Vietnam. La vieille femme dans le village. C'est ça. Il est jeune pilote, il essaye d'acheter de l'or derrière les lignes ennemies à une vieille femme qui a les bancs rougis par la noix de Bethel. Il s'attend à l'arnaquer facilement. Sauf qu'elle refuse de baisser son prix. Pas d'un centime, parce qu'elle suivait les tendances mondiales. Elle connaissait le prix exact de l'or ce jour-là. Elle avait l'intelligence de comprendre l'information financière mieux que ce jeune officier américain. C'est une leçon d'humilité. Et ça introduit la dimension neurologique de ce QI. La fameuse bataille des 3 cerveaux dont parle l'auteur. Oui, il décrit le cerveau gauche, qui est la logique, le cerveau droit, qui est la créativité, et le subconscient, qui est dominé par l'émotion et surtout par la peur. L'amygdale. Exactement. Et les problèmes d'argent surviennent quand ce subconscient prend le dessus sur la logique. Le cerveau gauche sait que l'inflation détruit l'épargne. Le cerveau droit trouve une idée d'investissement. Mais au moment de signer, la peur de l'échec paralyse tout. Le subconscient sabote le plan par instinct de survie. Alors, comment on gagne cette bataille neurologique? Selon l'auteur, la volonté ne suffit pas. Il faut changer son environnement. S'entourer différemment? C'est ça. Fréquenter des entrepreneurs, jouer à des jeux de simulation financière. L'être humain apprend par imitation. Les neurones miroirs, hein? Tout à fait. En observant des pairs investir et réussir, le neurone miroir s'active, le subconscient finit par normaliser l'investissement, transformant l'apprentissage en jeu et désamorçant ses peurs inconscientes. En somme, si l'on fait la synthèse de cette exploration, la philosophie centrale de l'auteur est que l'argent n'est qu'une information.
Le véritable atout pour naviguer dans notre monde d'inflation et de crise, c'est de développer de manière proactive ces 5 quotients intellectuels. C'est la seule façon de reprendre le contrôle de son destin financier. Plus en résolvant des problèmes, protéger légalement son capital, budgétiser pour créer des excédents, utiliser le levier avec contrôle et maîtriser l'information face à ses propres peurs. Et cela amène une réflexion finale assez provocatrice, tirée de l'analyse systémique de l'auteur. Ah, sur l'école. Oui, le système éducatif continue obstinément d'enseigner les anciennes règles de l'ère industrielle, Épargner une devise qui perd de sa valeur, fuir la dette. alors que les banques et les gouvernements s'enrichissent grâce à cette même dette. L'auteur nous invite à nous demander si ce manque d'éducation financière à l'école est vraiment un accident. C'est une question lourde de sens. Se pourrait-il que l'ignorance financière des masses soit exactement ce qui maintient le système de l'argent fonctionnel pour ceux qui le contrôlent au sommet? Dans cette perspective, prendre son éducation financière en main devient bien plus qu'une quête de richesse. Ça devient l'acte ultime de légitime défense. Un acte de résistance, presque. Une excellente matière à réflexion pour clore cette émission. Si cette exploration vous a plu, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. Et on se dit à bientôt.